Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue au Café Presse politique de ce mercredi sur Radio M. Voilà, c'est fait. Coup d'État contre Ihsan al-Qadi, parti lui aussi se soigner en Allemagne. C'est une blague, bien sûr. Ihsan a pris quelques jours de repos et il sera de retour parmi nous la semaine prochaine. Et c'est avec un grand plaisir que, et pour la première fois, je vous demanderai d'ailleurs votre indulgence que je présente le CPP, le 42e en l'absence de son présentateur attitré Khaled Dararni, qui passe ce soir sa 321e nuit en détention. J'ai aussi le plaisir d'accueillir sur le plateau Maître Abdallah Boul, avocat, pour la première fois au CCP, et Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, habitué du CCP, bien que ces derniers temps, on l'a eu beaucoup plus par téléphone qu'en présentiel. Bienvenue à vous deux. Nous aurons également en duplex Maître Nasser Haddouche, constitué depuis le début dans ce qu'il sera désormais convenu d'appeler l'affaire Walid Naqish, pour en parler justement, et Abdallah Farsawi qui nous rejoindra dans la seconde partie, donc pour la partie politique, de ce Café Presse. Abdelwahab plutôt Farsawi, président de RAJ et ancien détenu, qui interviendra en seconde partie de ce talk. Donc avant de commencer, moi j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre ami Khaled qui avait coutume donc, de débuter ce Café Presse politique en demandant à ses invités donc, l'image de la semaine. Donc je le fais en hommage à Khaled, parce qu'en fait c'était un peu sa marque de fabrique, donc on avait quelque peu abandonné dans le CCP, mais juste pour le clin d'œil. Donc je vais demander, je ne sais pas si, Maître Haddouche, est-ce qu'elle nous écoute ? Oui, je vous écoute. Voilà, alors on va peut-être commencer par vous, donc c'est quoi votre image de la semaine ? Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine le plus ? Nos retrouvailles le village natal de Naqish Walid pour son anniversaire. Donc, voilà, c'est notre solidarité. Voilà, c'était quand même un moment émouvant, très émouvant même, sur lequel, c'était une surprise et ça lui a fait beaucoup plaisir. On va revenir sur Walid Naqish. Maître Heboul, votre image de la semaine ? في حقيقة الأمر تصريحات وزير العدل في مجلس قضاء قسنطينة في وسط القضاة والمسؤولين ولما كان يهدد ويتوعد ويعطي أوامر بأن يعطي أوامر للنواب العامون باش يسجنوا المسؤولين إداريين بسبب عدم تسليم شهادة جنسية ولا شهادة في ملف إداري، وهذا شيء صادم في حقيقة الأمر. وعلى الخصوص الكلام من نوع من الوقاحة يعني نوع من وكأنه هل كان يرافع، هل كان يتكلم بمنطق أو بمنظور الوزير لو ممبر دو غوفرنمون اللي لازم له يتحلى بune certaine retenue, une certaine réserve, وإلا كان يدير une plaidoirie en tant que procureur général. Il me paraît باللي ما قدرش يتخلص من اللابي هذاك تاع لو ماجسترا وباش يلبس لابي نتاع لو بوليتيك. سيتي يعني انا تفاجأت، جيت سوربري. وعلاه؟ بسيط، سبب بسيط، صحيفة سوابق عدلية
ماهيش يعني والا جنسيه ماهيش هذا هو السبب. هذا اللي الكلام تاعو لا ديكلاراسيون تاعو بور لي بروفيسيونيل والناس اللي تتبع وميم او نيفو انترناسيونال بور ان مينيستر دو لا جوستيس pour une personne qui détient un département régalien où que la loi lui incombe d'assurer le bon fonctionnement de l'institution judiciaire tout en respectant l'indépendance de la justice. Ouvertement, il parle, il dit qu'il va ordonner à ses subalternes, c'est les procureurs généraux, tout en sachant que depuis 2015, la loi a ôté le pouvoir aux magistrats du parquet, et notamment les procureurs de la République. Ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner de mettre en détention les personnes. Est-ce que par méconnaissance de la loi? Est-ce que par excès de zèle? Ça reste l'image de la semaine. Enfin, la déplorable image de la semaine. Merci, maître. Saïd Salhi, l'image de la semaine? Bon, alors, l'image, c'est d'abord l'image de Khaled Rani déjà, qui n'est pas là. C'est l'occasion de faire une pensée à Khaled Rani et de réitérer encore une fois notre demande de sa libération inconditionnelle. Sinon, l'image de la semaine, c'est le procès de Walid Nqish. Je parle du procès, de son déroulement, de la tournure qu'a pris le procès, depuis donc la plaidoirie, les réquisitoires du procureur, la perpète, jusqu'à donc la décision de 6 mois, et la révélation de Walid Nqish qu'on a suivi tous la nuit un peu. Donc c'était vraiment voilà l'image déplorable encore une fois. J'ajoute une autre image qui me semble importante du moment que nous sommes là à Radio M, à Radio Maghreb. Généralement c'est une image, pas deux, mais exceptionnellement. J'ajoute une image concernant l'image de la semaine, du moment qu'on est là dans Radio Maghreb. Moi je parlerai de l'image de nos frères tunisiens. De la Tunisie qui a investi la rue après 10 ans, et de cette répression qui a suivi la sortie des jeunes dans la rue, pour dire en fin de compte que la révolution, s'il n'est pas achevée, eh ben, rien n'est garanti. Voilà. Absolument. Alors pour ma part, l'image de la semaine, c'était aussi Walid Nqish. D'ailleurs, on l'a à l'écran. Bon, j'ai ce privilège donc de pouvoir faire passer mon image à l'écran. Et ce qui m'a choqué, enfin ce qui m'a ému et touché, c'est l'image de la maman de Walid Nqish. Pendant tout la cérémonie, enfin, elle ne l'a pas lâché pratiquement. Elle avait toujours la main, autant quand on ne pouvait pas se l'accaparer, nous, c'est elle qui avait sa main posée sur son épaule. Et ce regard triste et vide, et qui regarde au loin, je pense que sa blessure donc est immense. Immense tristesse dans ses yeux, une maman forte mais profondément blessée, comme le sont toutes les mamans de détenus. De Walid Nqish à Kshida, à Dalila Touet et à la maman de Khaled. Donc respect à toutes ces mamans, toutes aussi emprisonnées dans leur douleur et leur tristesse que leurs enfants. Voilà, c'était mon image. Et là, donc, sur Walid Nqish, on introduit donc le sujet. L'affaire Walid Nqish continue à faire bouger les lignes, aussi bien au sein d'une opinion publique nationale et internationale qui a horrifié par les actes de torture subis par ce jeune étudiant de 24 ans à l'époque et qui vient de fêter ce 6 février ses 25 ans. Mais plus encore par le viol qu'il a subi, donc, et dénoncé publiquement lors de son procès. Donc il lui a fallu une sacrée dose de courage pour pouvoir dire voilà ce qu'on m'a fait. Et ce qu'il m'a personnellement dit lorsqu'on a été le voir, c'est que ces gens-là n'ont pas eu honte de faire ce qu'ils ont fait. Je ne vois pas pourquoi j'aurais honte à dire la vérité. Alors donc, peut-on, comme certains tentent de le faire croire, douter de la sincérité de Walid Nqish? Bon, je pense une question laquelle je ne... Bon, mais je la pose quand même, parce qu'il y a quand même dans une certaine opinion, donc des gens qui... Et là, je pourrais... c'est à Maître Haddouche que je m'adresse. Oui. Maître? Oui. Est-ce que vous avez écouté notre question? Oui, j'ai écouté la question, bien que malheureusement il y a des avis mitigés. Moi, je peux dire que
c'est qu'il a suivi Walid. C'est une nuit le premier, espérant qu'il va être le dernier. C'est des sévices, c'est de la torture connue depuis 63 à nos jours. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose anodin chez nous, les pratiques. La sincérité, je peux dire, il ne peut qu'être sincère. Parce que d'ailleurs, toute la société le salue et salue sa bravo, alors que lui, quand il a dit les choses, c'est parce qu'il souffrait. Il a une souffrance intérieure incroyable. Comme vous l'avez tous constaté et remarqué, il a un regard vide. C'est cruel. Alors je ne pense pas que ce regard vide se repose sur autre chose que ce qu'il a subi réellement comme torture psychologique, verbale, physique et sexuelle. Dans ce sens, lui, dès le départ, il était anéanti. En prison, il était anéanti. Quand vous l'avez vu, je peux vous dire, vous l'avez tous remarqué une fois sorti de prison. Alors je peux vous dire, en prison, c'était pire. Là, on peut dire, il a repris un petit peu. Mais en prison, il était effacé. C'est une personne effacée. Dans ce sens, je me demande, quelqu'un qui va inventer de pareils événements, de pareils détails, pour quelle utilité? Alors qu'il est dans une société qui considère les parties intimes comme le hishma, comme une honte, on ne peut les évoquer. C'est pour ça qu'il s'attaque à ces parties, parce qu'ils savent consciemment que c'est un sujet tabou dans notre société, que la personne qui a subi ce civisme ne peut en parler par la honte. Mais le courage de Walid, c'était de dire, c'est à eux de voir la honte, c'est pas moi, jeune étudiant fragile, qui va avoir la honte. Moi, j'ai subi. L'acte est commis par les tortionnaires. Voilà ce que je peux dire. Alors, Maître Heddos, je profite dans la foulée donc pour vous poser la question. Quand même, ces actes de torture, et ce viol, étaient déjà connus en juillet, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi il n'y a pas eu une campagne médiatique à ce sujet, donc à cette époque-là? Pourquoi on a laissé jusqu'au procès pour en parler de façon... Voilà, il faut voir le sujet à deux angles. Il y a le volet juridique. Ça veut dire Walid, il n'a pas attendu le procès. Walid, dès qu'il était en prison, après un silence, un lourd silence, d'ailleurs, je pense que Passaoui va nous faire un témoignage parce qu'il était en prison. Après son silence, il a fait part, il a parlé de ce qu'il a subi. Le 10 mars, devant l'audition de fond, devant le juge d'instruction, il a fait part de ce qu'il a subi, en présence des avocats. Le 23 juillet, et on a demandé le 10 mars, il a parlé en présence des avocats qu'il a subi de la torture. La torture, comme l'article 1 de la Convention internationale définit c'est quoi les actes de torture, y compris ça parce que les civismes sexuels, c'est partie des moyens de torture. Alors, il a parlé. Pour cela, on ne peut pas, pour les médias, comme vous savez tous, que quand le dossier est dans l'instruction, les avocats sont tenus par le droit de réserve. Absolument. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dévoiler ce qu'il y a dans l'instruction. Deuxième point, le 23 juillet, on a déposé la plainte auprès du parquet général. Il y a un numéro qu'on a l'accusé de réception. Juste après, le même jour, nous avons déposé la demande d'une expertise médicale auprès de juge d'instruction qui s'occupe du dossier de Walid. Là où on a joint, avec pièce jointe, la plainte. D'ailleurs, dans le dossier de Walid, quand on a plié le dossier, parmi les pièces de dossier de Walid, on trouve la plainte, on trouve la demande d'expertise médicale et le refus. C'est dans le dossier, c'est pas nous qui avons versé
C'est pas le jour de l'audience qu'on a versé ces pièces. Les pièces, elles étaient dans le dossier. Le 23 juillet se trouvait dans le dossier. Le 26 juillet, il y avait le refus de juge d'instruction pour la demande d'expertise médicale. Après un temps, juillet, août, Maître Sofiane Chouita, le confrère, il a déposé une plainte internationale auprès de l'ONU. Il a médiatisé la plainte. Et l'avant-garde a repris pas mal de réseaux sociaux, ils ont repris, et spécialement l'avant-garde, il a repris qu'il vient de déposer une plainte contre la torture. Alors, sur le plan juridique, il y avait un suivi dès le départ. Sur le plan médiatique, vous savez tous que le procès, il faut que le jour du procès, le jour J, pour que l'audience est publique, là, tout le monde a le droit, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret d'instruction, le dossier est clos, là, on peut dire tout. Voilà ce qui s'est passé. Merci pour ces précisions, maître. Alors, je m'adresse à votre confrère, maître Boul. Je salue. L'affaire Walid Naqich continue à faire bouger les lignes, et aussi bien au sein d'une opinion publique nationale qu'internationale. Donc, et elle a eu l'effet d'une bombe au point où le pouvoir, donc aujourd'hui, semble mêler les pinceaux en décidant d'une part, une fois, une procédure donc préliminaire confiée donc au tribunal du Birman Reis. Et là, on apprend que c'est une juridiction militaire qui va prendre en charge cette affaire. Donc, alors ma question, peut-on confier à une juridiction, peut-on prétendre être une partie civile dans une juridiction militaire? C'est ça la question. D'autant plus que j'ai vu un commentaire justement de Maître Schwitter qui précise que dans une juridiction militaire, la partie civile est plutôt une partie spectatrice. Donc, à vous, maître. Sur le plan du droit, la loi, le code sur la justice militaire ne permet pas aux personnes lésées, aux victimes de se constituer partie civile devant les juridictions militaires parce que ce sont des juridictions exceptionnelles, jihad qada'iyya istithna'iyya. وهذا التقليد هذا ورثناه ماهوش من القانون الجزائري ولكن بحكم قوانين الفرنسية. المشكل هنايا او المشكل الاشكاليه تاع قضيه نقيش هو بريميرمون انا نحيي بالمناسبه الزميله الاستاذه حدوش والاستاذه جرجر والاستاذه رزازي اللي قاموا بعمل منهجي ومدروس اللي ادى الى النتيجه لهذا اليوم. والنتيجه اللي وصفتها وانها ماهيش قنبله، زلزال قضائي وسياسي وإعلامي. وعامل المفاجأة ليفي سوربريز اللي وقع في المحاكمة باسكو لوديونس بوبليك عندها الأثر تاعها. المعلومات كنا على علم منذ الوهلة الأولى بالتعذيب وسوء المعاملة اللي تعرض لها نقيش، ولكن في الحالة نتاعو الحساسية لما كان يقول باللي تعرض للاعتداء الجنسي، وهذه مسؤولية كبيرة المحامين ما يقدروش يتحملوها بمفردهم. بمعنى il fallait le consentement de la victime, de sa famille, il fallait le courage. En plus de ça, quel l'impératif qui consiste à sauvegarder, à respecter le secret de l'instruction et de l'enquête. كما قالت الزميلة من المحامين كان عندهم السير حاجة نزيهة، ما حاولوش يستغلوا وقاموا بالإجراءات اللازمة. المشكل هنا شكون يتحملوا؟ سي l'inertie des autorités judiciaires devant les réclamations نتاع هيئة الدفاع. لما الدفاع المتهم يقول يصرح هذو تبقى احنا في لغه القانون سي دي بريتونسيون، هذو ادعاءات لازم يتحققوا، سي دي غراف اكوزاسيون. طلبوا اون اكسبرتيز ميديكال
Elle a été rejetée par le juge d'instruction. وهنا question. علاه. La deuxième, le procureur général, il a été saisi par une plainte officielle. Et c'est l'inertie, الجمود نتاع السلطات القضائية اللي لازم يعطيو التفسير القانوني. هنا وهذا هو المشكل في الملف. كاين أمر آخر إنه الشيء اللي كشف عليه لو بروسي إنه وليد نقيش il a été arrêté par la police وسلموه les éléments نتاع la DGSI. Donc sur le plan du droit, les policiers ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils ont le droit d'enquêter et d'ouvrir des enquêtes, même concernant les infractions tendant à porter atteinte à la sûreté de l'État. Là. Pourquoi il a été remis les éléments de la DGSI? وش هو المادة القانونية؟ Est-ce que le procureur de la République il a été informé? Est-ce que là, il lui a donné des instructions? وهذه نقطة مهمة جدا. C'est une question que l'enquête doit éluder. Il est qu'un le procureur de la République, parce que c'est le directeur de la police judiciaire. وهذا إنسان. C'est une personne arrêtée et qui a le droit à la protection de la loi. احنا راه معناتها راح نرجعوا للممارسات للاسف الشديد تاع التسعينات. انا جيت ماجسترا كنا نشوفوا الحوايج هذو. مي لارسونال جوريديك الوقت هذاك ne permettait pas d'exercer un contrôle effectif sur la police judiciaire. Mais actuellement l'arsenal juridique موجود. Le code de procédure pénale موجود. Donc السؤال المطروح علاش سلموه؟ concernant les sévices qu'a subi نقيش بها. Le choc الصدمة جات للرأي العام. قضية التعذيب لأنه دائما نفهموها وكأنه ضارب وجرح وحط. كان الاعتداء على الأمور الأدبية المعنوية نتاعو الحشمة نتاعو. هنا كان صدمة. هنا سيت لوند دو شوك. دونك لازم تحقيق. شكون يدير التحقيق؟ Parce que c'est une question de droit. قبل ما تكون une question politique, c'est une question de droit. Le parquet général, sous l'effet de la pression médiatique, sous l'effet de la pression de l'opinion nationale et internationale, les autorités ont été obligées de faire un communiqué. Bon, qui نقراو le communiqué, il faut lire les communiqués. Fait le volet politique et le volet juridique. Même le communiqué. Ils ont fait allusion les déclarations de Naqeish Walid dans l'audience publique. Non. Le parquet général qui a une plainte officielle le 23 ou le mois de juillet 2020. En principe, il a fait tahqiq en se basant à la l'enquête. L'autorité habilitée. Est-ce que le parquet civil ou le parquet militaire? J'ai posé la question sur la page Facebook. Justement, à ce propos, et là je m'adresse à Saïd Salhi, est-ce que le régime ne tenterait-il pas une sortie honorable, donc en se dédouanant d'une part, et en essayant peut-être de faire porter le chapeau à Wassini Bouazza et à son équipe, puisque c'était l'arrestation de Naqeish est intervenue donc à ce moment-là, au moment où Wassini Bouazza était l'homme fort donc des services de la sécurité interne. Bon, vous savez, concernant le dossier de Walid Naqeish, je pense il faut quand même voir un peu toute la tournure du procès de l'affaire depuis son arrestation, depuis le début. Depuis son arrestation, le 26 novembre 2019, on a tous suivi la couverture médiatique, toute la campagne qui s'est faite autour de cette arrestation. Je me rappelle bien, on a présenté Walid Naqeish, qu'il a été arrêté à Alger à la veille d'une marche des étudiants, à quelques jours des élections présidentielles, en tentant de déstabiliser l'Algérie. محكموه avec l'appareil photo, كان يصور, كان يمد المعلومات الخارج, c'était cette image qu'on voulait donner. C'est pour cela que moi j'ai dit, le procès de Walid Naqeish, ce n'est pas seulement un procès juridique, c'est un procès politique. On a voulu en faire de Walid Naqeish une victime pour des
voilà, des objectifs politiques. Bon, les gens n'ont pas suivi. Les gens n'ont pas suivi. D'ailleurs, l'opinion n'a pas été vraiment surprise par la tournure de cette couverture. Notons que, bon, Walid Naqish, c'était pas le premier procès, c'est pas la première arrestation qu'on a vue, c'est pas la première manipulation de l'opinion qu'on a vue. Donc c'est pour ça que c'est parti. Mais quand on voit l'affaire de Walid Naqish, et moi, j'essaie toujours de voir la conformité du procès, des procédures par rapport aux normes d'un procès équitable. Il y a eu des entraves depuis le début aux normes d'un procès équitable. Depuis son arrestation, sa présentation devant l'opinion, la couverture médiatique qui a été faite, bon, comme vous le dites, son arrestation par la police, après il a été transféré à la DGSI, pourquoi, qu'est-ce que fait la DGSI dans tout ça? C'est toutes ces questions qui ont fait que jusqu'au jour du procès, jusqu'au déroulement du procès, nous l'avons dit que c'est un procès politique. Et d'ailleurs, le réquisitoire du procureur, sa présentation devant une juridiction pénale, qui était une première dans le Hirak, voilà, alors que tous les Hirak, ils ont été présentés devant des juridictions civiles, c'était un procès exceptionnel, à part. Voilà, on a voulu vraiment d'en faire de Walid Naqish une victime, voilà, et plus que ça, le sacrifier. Pour quel objectif, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais j'espère que l'enquête, j'espère que le procès, j'espère que l'audience va en dire plus. Si, bien sûr, on garantit un procès équitable. Si, bien sûr, on va garantir l'aboutissement de cette procédure jusqu'à ce que la justice soit faite, jusqu'à ce que la vérité soit dite. Sinon, la dernière évolution concernant le transfert du dossier de la justice, donc de Birmour Drais civile à la justice militaire. On n'en sait pas trop. On n'en sait pas trop parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore un communiqué officiel. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Et tout le problème, il est là aussi. Tout le problème, il est là. Et nous, à la Ligue, nous avons demandé à ce que la justice se prononce. Il ne suffit pas de faire un communiqué. Dans des pays qui se respectent, le procureur devait faire une conférence de presse. Il devait, voilà, aller informer l'opinion, informer, voilà, les praticiens de droit. Qu'est-ce qu'on est de ce dossier-là? Pourquoi on va transférer? Alors, cette question déjà, le transfert déjà du dossier de Walid Naqish vers la justice militaire pose un problème. Et nous, à la Ligue, nous avons toujours plaidé pour à ce qui est, justement, voilà, pour qu'à ce que de telles affaires soient traduites devant des juridictions civiles. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment raison à ce qu'on transfère le dossier de Walid Naqish vers la justice militaire, bien que dans l'affaire, c'est vrai, dans les révélations de Walid Naqish, il met l'index sur, voilà, la DGSI qui est, des agents bien sûr, qui relèvent de l'armée. Voilà. Et je n'en connais pas trop, je pense que les avocats connaissent mieux par rapport aux procédures judiciaires. Quand il s'agit d'un agent qui est incriminé, je pense que c'est la justice militaire je ne sais pas là, mais à mon avis, aujourd'hui, nous-mêmes nous avons demandé donc Arrest bien sûr a confirmé cette information là, mais nous on plaide pour que le dossier de Walid Naqish soit justement jugé devant une juridiction civile. Pourquoi une juridiction civile? Parce qu'une juridiction civile permet justement à l'opinion de suivre le procès, il permet aux journalistes d'assister, il nous permet à nous en tant que LADDH d'assister, d'observer le procès et de veiller à ce qu'il y ait respect des normes d'un procès équitable. Ce qu'on ne pourra pas faire dans une justice militaire. C'est ce qu'on ne pourra pas faire. Aujourd'hui, est-ce que la justice militaire nous garantira justement toutes ces garanties en termes de publicité du procès, en termes justement de la défense, la liberté de la défense, en termes de l'assistance, en termes justement de la présence des avocats, des organisations des droits humains, des observateurs. C'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. C'est pour cela qu'on reste vraiment très réservé par rapport à cette annonce. Voilà. Merci Saïd Salhi. Dernière question dans l'affaire Walid Naqish. Et là je m'adresse à vous tous, mais rapidement parce qu'il nous faut passer à la deuxième partie. Doit-on exiger la fermeture du centre Antal? Bon, كما قال M. Saïd Salhi, هذه المسألة, c'est la question, il faut trancher la question de l'autorité compétente pour mener l'enquête sur l'affaire Walid Naqish, parce qu'elle est d'une importance capitale sur le plan de la loi et sur les considérations politiques. parce que ماهوش قاعد تتعذب في سكنة ومن طرف عسكريين
بنقولوا باللي القضاء العسكري هو المختص. لا احنا عندنا باسكو مساله قانونيه. انا وجهه نظر تاعي بيرسونيلمون ولا من الناحيه القانونيه. بريميرمون ils agissaient en tant qu'office de police judiciaire. La police judiciaire, c'est une activité civile. Le mis en cause, c'est un civil. Il a été présenté devant un tribunal civil et jugé devant un tribunal criminel. S'il y a lieu d'enquête, c'est la justice civile qu'il incombe de prendre ses responsabilités. La question de fermer la caserne de Antar, bon, il suffit d'amender le code de procédure pénale, c'est tout. C'est les garde-fous. Il suffit, c'est pas la caserne, il suffit قال هذا المصالح ما تحققش وتوضع ضوابط نقطة إلى السطر. Il doit être une volonté politique. لازم لنا قرار سياسي عالي المستوى حازم وصارم للقضاء على ظاهرة التعذيب. Merci, maître. Saïd Salhi, rapidement, pour donner la parole à maître Haddouche. Et on Je passe. vais juste ajouter concernant le centre Al-Ismi et le centre Antar. Je pense que le problème, comme l'a bien dit maître Boul, le problème c'est un problème de garantie. Nous avons soulevé un problème plus profond. C'est le problème justement de la garde à vue et du centre de détention. Nous avons dit que les centres de détention ne doivent pas être des centres de non-droit. Aujourd'hui, nous avons plaidé pendant longtemps pour l'amendement du Code de procédure pénale, pour qu'il y ait plus de garanties, notamment la présence des avocats, notamment justement le contact de la famille. Ces centres-là qui sont presque voilà, des centres, d'ailleurs ils ont cette notoriété, des centres voilà, opaques, leur mandat, leur prérogative. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que fait ce centre-là. C'est quoi ces prérogatives? Je vous assure que j'ai fait des recherches pendant longtemps. Le code, ils sont soumis à quelle loi? Le code, j'ai pas trouvé. Et ça pose un problème en termes justement de garantie pour le citoyen. C'est-à-dire quels sont mes droits, quelles sont mes obligations. On ne sait même pas comment justement ce sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que ça pose un problème de fond. Et la question à vie, ça ne doit pas diluer la question de la torture. Parce qu'il faut revenir aux questions fondamentales. Elle ne s'exerce pas seulement au centre Tarantan. Et il s'exerce dans tous les centres justement de garde à vue. Et on a eu des cas, la LMI. Il y a d'autres cas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème au niveau des garanties lors de la garde à vue. Il faut plus de garanties, il faut garantir la présence des avocats, il faut garantir justement des délais. Bon, voilà, donc c'est une occasion justement de plaider pour l'amendement du code pénal. On a parlé à un moment de la mise en place des caméras, mais voilà, ni les caméras, ni la présence de l'avocat pour une demi-heure n'a réglé le problème. Peut-être le maître il va dire plus sur ça. Merci, Saïd. Maître Haddouche, donc avant de vous laisser partir, un dernier mot, donc votre avis sur la question et surtout donc à propos de l'idée qui circule en ce moment de la création d'un comité contre la torture. Oui, tout d'abord, je salue mon cher confrère Maître Boul, qui est notre école, le Madrasa. C'est difficile de prendre la parole après l'Ustad Boul. Je le remercie et je le salue. Il est percutant, qu'il pose comme problématique très précise, très claire et nette. Je le remercie infiniment. Pour moi, je peux dire en deux mots que, effectivement, Maître Boul vous a posé cette question. Pourquoi cette affaire n'a pas été élucidée malgré il y avait une plainte selon la loi et le collectif d'avocats ont alerté le parti. Mais une fois l'opinion publique était indignée, on apprend l'ouverture de l'enquête. Ceci dit que la force de la loi uniquement seule ne peut faire grand-chose. Mais la volonté du peuple peut avancer les choses. Donc, il y a une complémentarité. Quand il y a une loi non respectée, c'est à la volonté, c'est à l'opinion publique d'exiger et de demander l'application de la loi et la protection des droits
humains en Algérie. Pour cela, je trouve qu'il est plus que nécessaire d'amender le code de procédure pénale, mais pour cela, il nous faut une mobilisation citoyenne de tous bords. Pour cela, on a pensé à la création d'un comité contre la répression et la torture composé de toutes les composantes de la société, journalistes, avocats, médecins, artistes, etc. Afin de dire halte à ces comportements, basta, et que nous pourrons dire qu'il y a un espoir d'instaurer un état de droit. Et comme on a prévu de faire une conférence de presse pour éclaircir plus l'opinion publique. Merci. Voilà, merci à vous, Maître Haddouche. Donc, je rappelle l'information, c'est une conférence de presse assez rapidement, donc qui sera annoncée très vite, et la création d'un comité contre la torture. Et si mon information est juste, c'est contre la torture et les conditions carcérales inhumaines. Donc, il associe ces deux aspects. Merci à vous, Maître Haddouche. J'espère que ce n'est pas la première et dernière fois qu'on aura l'occasion de vous revoir. Là, on accueille, on vous souhaite bonne fin de journée, plutôt bon, comme on va être diffusé en soirée, donc bonne fin de soirée, et à très bientôt. Merci. Voilà. Alors, on passe à la seconde partie de notre café presse politique. Donc, nous aurons avec nous Abdelwahab Farsaoui. J'espère que la technique va réussir donc à le joindre. Et donc, ma première question, c'est l'actualité politique du moment, donc le retour, l'absence, entre absence et retour de Tebboune, d'accord, à la veille de l'an 2 du 22 février 2019. Donc, on a un président qui, même sur le plan santé, semble sorti d'affaire. Son pronostic vital est engagé, par contre, politiquement. C'est un président diminué à la fois physiquement et politiquement. Et est-ce que les Tagarains vont-ils s'accommoder d'une autre présidence sur chaise roulante? C'est ça ma question. Alors, Saïd, maître. Je pense que la situation qu'on vit aujourd'hui, moi, c'est une situation qui me rappelle février 2019. Vraiment. Exactement. On est revenu à la case départ. Après tant, justement, de bruit fait par le pouvoir, voilà, on va faire les élections, on va faire la constitution, voilà, avec tant d'énergie. Mais malheureusement, après tant d'occasions ratées au peuple, ils nous ont fait rater beaucoup d'occasions, ils nous ont fait prolonger la crise, on a perdu beaucoup de temps pour revenir à la case départ, pour revenir à un 5e mandat sans Bouteflika, mais réellement dans le même schéma. Un président malade, des institutions carrément sclérosées, un pays dans le gouffre, au bord vraiment de l'explosion, notamment sociale, mais avec plus de complications, notamment l'impact du Covid, et bien sûr toutes les tensions, y compris les tensions au niveau géostratégique, au niveau régional, par rapport justement à la situation de sécurité et tout. À la différence qu'il y a un Hirak. Il y a un Hirak qui est là. Ce qu'on n'avait pas avant 2019, aujourd'hui, il y a un Hirak. Moi, je pense que le pouvoir, il continue, malgré qu'il continue dans son entêtement, il sait bien que il peut pas tenir longtemps. Il peut pas tenir longtemps avec cette logique répressive de fuite en avant. D'ailleurs, on le voit chaque jour dans ses tergiversations, dans ses contradictions, dans vraiment vraiment, ils savent même pas à quel sens se vouer. On est à quelques jours du 22 février. Moi, je dis, tous les ingrédients sont là pour que le Hirak
reprend les choses en main. Pourquoi? Parce que, bon, si on fait de compte, on dit rien n'a été réglé. Rien n'a été réglé. Tous les objectifs qui ont été, avancés par le Hirak, toutes les revendications qui ont été avancées par le Hirak, ils n'ont pas été réalisés. Ils n'ont pas été réalisés. Bon, maintenant, la situation de Tebboune, on la voit tous. C'est un président absent. C'est un navire sans, c'est un navire qui chavire, qui va dans tous les sens, et malheureusement qui met le pays en danger, et qui ne rassure pas. Et même les gens qui ont cru, à cette feuille de route du système, ils sont en train de se rebiffer. La preuve, on l'a vu lors du référendum du 1er novembre, on a vu que même l'assise électorale du pouvoir, elle a diminué. Le pouvoir a perdu de son assise, même des gens qui l'ont suivi. En fin de compte, c'était la désaffection totale parce qu'ils se sont rendus compte que, le mirage qui a été présenté au peuple algérien n'a pas tenu. Les promesses qui ont été données au peuple algérien n'ont pas été tenues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que il n'y a pas d'autre solution que le Hirak. Il n'y a pas d'autre solution que le Hirak. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse maintenant, qu'il gagne encore du temps, qu'il conduit encore dans les mensonges, dans les fausses promesses, le Hirak, c'est l'alternative et c'est la solution au pays. Voilà. Je crois que Abdelwahab Farsaoui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Abdelwahab. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, retour de Hirak et probable retour de Tebboune en même temps. Je pense que tu as écouté un peu ce qu'a dit notre ami Saïd Salhi. Donc, est-ce qu'il y a un commentaire sur la question? Je ne sais pas si tu as écouté la question. Oui, j'ai écouté l'intervention de mon ami camarade Saïd. Donc, je partage tout à fait son analyse. C'est que 2 ans après, nous sommes revenus à la case de départ. Le peuple algérien, quand il est sorti par millions en février 2019, il n'a pas demandé, il a mis le doigt là où il faut. Il n'a pas demandé l'organisation des élections, il n'a pas demandé la dissolution de telle assemblée, d'enlever un président et de le remplacer un autre. Il a compris que le pouvoir algérien, le problème réside dans la nature du régime algérien, qui est un régime autoritaire, qui joue sur la façade électorale, la façade démocratique, qui organise des élections truquées dans leur majorité. En fait, c'est toutes les élections qui sont truquées. Donc, il a le pluralisme politique de façade, médias de façade, une société civile de façade. Donc, il a joué sur ça. Et le pouvoir et le peuple algérien est sorti pour changer ces pratiques, mettre les premiers jalons d'un processus du changement réel du régime. Mais le pouvoir algérien, malheureusement, il a fait rater aux Algériens 2 ans de temps. Normalement, actuellement, 2 ans après, on va célébrer la fin d'une période de transition, la fin d'un processus de changement de régime. Normalement, en ce moment, on va entamer une 2e étape de la construction, d'une véritable construction d'une Algérie nouvelle, réellement à base des institutions légales, des institutions légitimes qui reflètent la volonté populaire. Donc le pouvoir a opté pour le replâtrage politique, la fuite en avant, imposer sa politique et son agenda, sa politique de fait accomplie, en disant que la solution elle est constitutionnelle, alors qu'il est le premier à ne pas respecter la Constitution, il est le premier à violer les lois qu'il fait lui-même. Donc 2 ans après, je suis tout à fait d'accord, nous sommes presque, on revient à la période avant février. Les ingrédients d'une autre explosion sociale sont toujours là. Sur le plan politique, c'est la même situation, on a un président malade, et surtout la maladie, c'est pas un problème, c'est tout le monde qui peut être malade. Mais le problème, c'est la gestion de l'information, de la communication. Il y a un flou, toute une opacité, on ne sait même pas ce qui se passe. On a vu dans le monde des présidents qui tombent malades. Comment l'information est gérée? Donc il y a toute une transparence. Et en Algérie, il y a pas cette transparence. Donc c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes réflexes avec Bouteflika. Aujourd'hui, le gouvernement, la même chose, il a affiché sa limite. Il n'arrive même pas à gérer les affaires courantes du pays. Donc c'est un échec total. La fermeture du champ politique et médiatique
l'emprisonnement des militants d'une manière abusive et illégale, on les colle des chefs d'inculpation infondés, on jette des Algériens comme ça en prison d'une manière arbitraire, et tout ça ne peut qu'élargir le fossé entre les Algériens, entre le peuple et les gouvernants. Le pouvoir peut-être, il a la capacité de gagner un peu de temps, mais il ne peut que tarder la solution et prolonger la crise. Il ne peut que prolonger la crise. Et l'un des acquis de Hirak, c'est que le peuple algérien a tendu sa main pour une solution pacifique. Malgré les tentatives de provocation, malgré les manœuvres, les campagnes de propagande, de dénigrement contre les militants des structures, des hirakistes un peu partout au niveau national, et malgré toute cette campagne, le peuple algérien, par son chimie populaire, il a pu garder le caractère national et garder le caractère pacifique. Mais avec le temps, avec cet entêtement des pouvoirs, le peuple algérien, il peut sortir, il peut basculer vers la violence, et je dirais que le pouvoir algérien assumera tout seul les conséquences de l'évolution des choses à l'avenir. Donc la balle, elle est dans le camp du pouvoir actuellement, parce que de mon côté, le peuple a fait ce qu'il a à faire. Il a montré à l'opinion publique, même à l'opinion internationale, sa maturité politique, son degré d'éveil citoyen, son sens de responsabilité. Par exemple, après la pandémie, il a pris la décision de surseoir les marches d'une manière spontanée parce qu'il y a un danger. Mais le pouvoir a instrumentalisé cette crise sanitaire pour étouffer le Hirak, pour enfumer avec le Hirak et surtout pour folkloriser le Hirak. Actuellement, on a vu des appels. Derrière Moulay Fellan, il a rendu on vient de voir sur les réseaux sociaux une déclaration pour célébrer le Hirak à travers des activités et tout, mais on ne célèbre pas le Hirak. Les Algériens ont décidé de célébrer la deuxième année dans la rue. On a vu des appels et personnellement, je suis persuadé que les Algériens vont sortir parce que la situation n'a pas changé. Justement, Abdelwahab, à ce propos... Pacifique. À ce propos, justement, les appels au retour du Hirak inondent la toile, même dans la rue, etc. Par contre, il semble que les politiques soient plutôt dans l'expectative, c'est-à-dire qu'il y a, jusqu'à présent, on n'a pas vu encore de politiques s'impliquer, y compris parmi des ténors, entre guillemets, des personnalités du Hirak. Maître, vous en pensez quoi? Bon, le retour du Hirak, je le considère comme une nécessité stratégique et vitale pour le peuple, pour sauver l'Algérie. Bon, la divergence كاين بعض المعروفين شخصيات الحراك اللي ما صرحوش علنا باسكو il y a la donne نتاع الوباء كورونا. C'est très difficile de prendre la décision. C'est difficile. Pour moi, personnellement, il faut un avis spécialisé من الأسرة الطبية على الأقل تعطينا توضيحات ولو تعطينا إشارات باسكو كاينة لا كرانت دو لا بانديمي. ومن جهة أخرى كاين مصير الجزائر، البلاد اللي راهي في خطر، والنظام والسلطة استغلت هذا الأزمة الوبائية وفي بدل باش تقدم حلول للشعب وتقدم له المساعدة وتقوم بالواجب بتاعها، العكس تماما، دارت المستحيل باش تدفن هذا الحراك. ولا بروف سي لا فاك دو ريبريسيون، حملة القمع الشديدة اللي شهدتها اللي تعرضوا لها الحراكيين او النشطاء لي زاكتيفيست لي بوليتيك اللي يكتب زوج كلمات في الفيسبوك يوقفوه ويقدموه للعداله. وين راحت لا ليبرتي ديكسبرسيون؟ السلطه لو بوفوار بنى لا ديمارش بوليتيك تاعو ورفع شعار الجزائر الجديده. انا نتفق مع سي سعيد صالحي، ماهيش الجزائر الجديده، سراب. هذا سي سانكيام موندا بيس
عهدة خامسة مكرر. نفس الأسباب بتؤدي إلى نفس النتائج. هذا السلطة، هذا النظام اللي كان كل الاهتمام نتاعو مركز انه باش يبقى هو، باش يحافظ على لا بيرينيتي تاعو، assurer la pérennité du système. بلا برافير هنايا العامل الجديد اللي نقدر مخاطر هو الأزمة الاجتماعية والاقتصادية اللي جات بسبب وباء كورونا. اسمه النتائج تاعها لازم لهم تقييم، لازم دراسة. elles sont désastreuses et dévastatrices. هل بالمناسبة النظام الريعي، هذا النظام الريعي من 63 أو من النظام السلطوي، النظام الجزائري هو نظام ريعي يشري السلم الاجتماعي، لكن المرة هذه لكاس فارغين. كيف راح يشري السلم الاجتماعي؟ وبالمقابل حتى لا كليونتال تاعو الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات فقدت المصداقية نتاعهم. وهذا النظام اللي جاب دستور اللي أضعف نسبة تصويت منذ الاستقلال. سي لو بلو غراند échec pour le président تبون. كان من المفروض il devrait saisir le message politique. كان المفروض يقدم الاستقالة تاعو. هو مريض، احنا الإنسان يقدر يمرض، ربي نطلب له الشفاء، لكن لا مالادي تاعو elle a créé une inertie institutionnelle. جمود مؤسساتي. L'inertie institutionnelle parce que la plupart ou la grande partie des pouvoirs sont concentrés en main du président. يغيب هذه الناس السياسيين. المشكلة نتاع السياسيين تاعنا ما يحاولوا دائما يديو نشاطهم ويمارسوا نشاطهم بمعزل على التأطير القانوني والمؤسساتي. وهذاك هو احنا من المفروض هذاك هو الصح. وانا عندي واحد الكلام نقول اللي عنده ستيلو، اللي عنده القلم، هو صاحب القرار. اللي يمضي المراسيم هو صاحب القرار. الرئيس غائب، جمود مؤسساتي، حكومة جامدة، وبقى الفولكلور بيوم الأمس يعني نتأسف أنه ينظموا يوم دراسي في البرلمان على الجريمة الإلكترونية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني قدم تصريح بأنه أصبحت الجريمة الإلكترونية تهدد أمن الوطن. هنا نقول إذا كانت منشور في الفيسبوك ولا أن لايف يهدد الدولة، بمعنى ما عندناش مؤسسات. الدول العظمى اللي ظهرت فيها التكنولوجيا، أمريكا، أوروبا، عندها ما شاء الله الملايين، ولكن كاين مؤسسات شرعية منتخبة في خدمة الشعوب نتاعها وتعمل في إطار القانون. هذه هي المؤسسات اللي ما تخافش من الفيسبوك. لما يبقى يجي السلطة الثالثة، أنا من المنبر تاعكم، إلا كان راهي تزعجهم يديروا الشجاعة السياسية ويديروا قانون يمنعوا المواقع الإلكترونية، يمنعوا الفيسبوك. هل البرلمان عنده الشجاعة يدير مثل هذا القانون ويفرضه؟ ما أعتقد كذلك. والاختفاء وراء المؤسسة العسكرية في كل الخطابات، الاختفاء، البرلمان يختفي وراء المؤسسة العسكرية، الحكومة تختفي وراء المؤسسة. هذا دليل مرة أخرى على أنه قيادة الجيش تبقى هي الحاكم الحقيقي للبلاد عن طريق تحكم نتاعها في منصب، في تعيين الرئيس. شكرا أستاذ. Une question pour notre ami Abdelwahab. Et ensuite, on terminera avec notre ami Saïd Salhi. Une partie du pouvoir, justement, avec ce retour donc, des marches du 22, qui semble effective. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc une partie au sein du pouvoir qui tenterait d'utiliser ces marches à des fins politiques précises, par exemple, comme pour pousser un peu Tebboune à rendre le tablier? Abdelwahab.
Oui, bon, très bonne question. C'est que juste avant de répondre à cette question, je veux bien faire un petit commentaire concernant tout à l'heure, vous avez parlé de silence de la classe politique. Effectivement, je pense que le peuple, le Hirak a libéré les Algériens, libéré la classe politique. Il faut que la classe politique, ou l'élite d'une manière générale, quand je parle de l'élite, c'est la classe politique, c'est les partis politiques, les syndicats, les associations, les journalistes, les intellectuels, il faut qu'ils se libèrent. Donc c'est une occasion pour se libérer et de ne pas être conditionné par le populisme et attendre le basculement du rapport de force. Donc ils sont interpellés effectivement à assumer leurs responsabilités historiques dans un contexte historique. Je suis tout à fait d'accord. Donc l'élite par définition doit être à l'avant-garde de sa communauté, de sa population. Donc il doit l'éclairer. Donc il ne faut pas attendre à ce que le peuple réagisse, fait des choses après, l'élite réagisse par rapport à ce que le peuple a opposition du peuple. Le peuple aujourd'hui, il a besoin d'un éclairage, il a besoin d'alimenter par des idées, par des visions, par des projets. C'est pas de cette manière on reste dans des discours populistes généraux comme ça sans qu'il y ait quelque chose de concret. Et je pense 2 ans après le Hirak, il doit avoir une autre dimension beaucoup plus politique. Parce qu'on parle du retour des marches, même si les marches reviennent, c'est pas insuffisant. D'ailleurs, on a marché presque 13 mois par million, chaque vendredi, chaque mardi, mais n'a pas pu changer la situation vraiment. Donc il faut réfléchir comment donner un nouveau souffle au Hirak, comment le booster et comment lui donner un contenu politique. Concernant la récupération des marches, oui, ça veut dire que c'est fort possible qu'un clan du pouvoir utilise le retour des marches pour régler ses affaires avec un autre clan. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le Hirak durant les premiers mois. Avant le régime ou le pouvoir, donc il y avait des clans, mais qui se sont mis d'accord autour de la personne de Bouteflika à l'époque. Mais quand le peuple a rejeté le 5e mandat, donc il a rejeté Bouteflika, donc ça a commencé les luttes des clans au sein des Serail. Et on a vu comment un clan a pris le dessus sur les autres clans. Donc ils ont commencé cette guerre de règlement de compte entre eux. Donc c'est pas éloigné à ce qu'il y aura une autre fois l'instrumentalisé par un groupe, soit à l'intérieur du pouvoir comme à l'extérieur du pouvoir. Mais nous, il ne faut pas qu'on soit otage de ces calculs. Donc des gens ils font leurs calculs, mais le Hirak il doit rester déterminé, doit rester fidèle à ses principes. On doit garder la même cadence, ça veut dire chaque fois qu'il y a des tentatives pour le diviser, il faut faire face. Nous avons réussi jusqu'à présent. Et la solution, il faut nous organiser. Nous organiser, ça ne veut pas dire qu'il faut structurer le Hirak, c'est loin de ça, mais l'organiser, qu'il y ait quelque chose, des entités organisées dans le Hirak. Là, les partis politiques ils doivent s'organiser. La société civile, syndicats, associations, ils doivent s'organiser. Le collectif des avocats, par exemple, qui a fait un travail extraordinaire, que je salue vraiment depuis ce travail, ils ont assuré la défense. Et pour moi, je les considère, c'est la cheville ouvrière de Hirak. Donc, ils peuvent s'organiser et quand ils s'organisent, ils peuvent donner un nouveau souffle pour le Hirak. Les étudiants, la même chose. Les universitaires, la même chose. Donc, chacun, il faut qu'il y ait une organisation et puis créer des synergies, jeter des ponts et des passerelles entre ces dynamiques au niveau national. Pour moi, la matière, elle est là, elle existe sur le terrain, au niveau national. Il suffit juste d'avoir une stratégie, une vision, à moyen et à long terme, pour créer, capitaliser ce qui a été fait depuis ça fait 2 ans, le capitaliser et créer le rapport de force réellement sur le terrain. Parce que le pouvoir, et je termine là-dessus, tant qu'il n'y aura pas un rapport de force réel dans la société, complet, quand je dis un rapport de force complet, ça veut dire qu'il y aura la mobilisation dans la rue, mais aussi il y aura un projet politique, une vision, un contenu politique à cette mobilisation. Parce qu'on ne doit pas rester tout le temps à vie autour du slogan « le pouvoir doit changer ». Oui, on doit changer le régime, mais il est temps de donner des propositions concrètes. Et même le peuple aujourd'hui, les citoyens qui sortent et qui sont sortis depuis février à ce jour, demandent à ce qu'il y ait une offre politique sérieuse, même de la part de la classe politique. Et actuellement, malheureusement, le seul agenda qu'il a sur le terrain, c'est bien l'agenda du pouvoir. Donc l'élite n'a pas pu proposer quelque chose concret au peuple algérien pour que le peuple algérien le débatte et l'adopte.
et peut-être elle peut l'enrichir. Donc c'est là où il y a le défi aujourd'hui. Le défi, nous sommes à la croisée du chemin. Pour moi, c'est un tournant décisif. C'est un virage. Si on saisit cette opportunité de Hirak, lui donner un nouveau souffle à partir de ce 2e anniversaire, en lui donnant un contenu politique, donc ça peut aboutir. Si on rate ce virage, ça veut dire le 2e anniversaire, il aura un impact sur la psychologie, même le moral des Algériens et des Algériennes, et ça va encore gagner, ça va donner la possibilité au pouvoir de gagner un peu de temps. Je dirais pas elle va gagner parce qu'il n'a plus les moyens pour se régénérer, il n'a plus les moyens pour se maintenir, même s'il a les moyens pour nuire, parce qu'effectivement il utilise la police, la répression, la justice, pour faire taire toute voix discordante. Donc il a cette possibilité de nuire, mais il n'a pas la volonté politique pour construire réellement cette Algérie nouvelle, cette Algérie d'institutions légales et légitimes. Et on parle souvent du front interne, il faut renforcer le front interne. Le front interne, il se renforce de cette manière, c'est de restituer aux Algériens leur liberté, de garantir leur liberté, leurs droits, de permettre aux Algériens d'exercer leur citoyenneté et de restituer au peuple algérien sa souveraineté et qu'il soit un élément important dans la construction et amorcer un véritable processus de changement du régime. Merci Abdelouahab. Alors je me tourne vers Saïd Salhi, peut-être c'est la dernière question, parce que là on est limite. 22 février 2021, Nida 22, qui s'inspire donc de cette... il y a toute une symbolique. Où en est Nida 22 aujourd'hui, quand on sait que dans sa démarche originelle, Nida 22 devait tenir ce 22 février 2021 une conférence nationale, d'après les informations. Donc où en est-on? Oui, merci. Juste avant de parler de Nida 22, je voudrais parler de la récupération du Hirak par le pouvoir. Il faut quand même revenir, dire quelques mots concernant cette tentative de récupération qui a commencé déjà. Il a commencé, le pouvoir a tenté de récupérer le Hirak déjà dès décembre. Tebboune se présente comme le président du Hirak. De l'Algérie nouvelle. L'Algérie du Hirak. Il faut rappeler que le Hirak a été mis dans le préambule de la Constitution, donc d'esthératif, le Hirak, c'est un Hirak béni, Hirak Moubarak. Le Hirak, il a été reconnu comme journée nationale, décrété comme journée nationale justement de la cohésion du Hirak avec l'armée et tout. Donc le pouvoir a tenté de récupérer le Hirak, mais sans les libertés, sans la démocratie et sans la souveraineté populaire. C'est-à-dire, on récupère le Hirak, on le vide de son sens, de sa sève, de sa revendication, de sa voilà, exactement, et on en fait ce qu'on veut. Et maintenant, on le vérifie encore à la veille de la célébration du 2e anniversaire, le 22 février, on voit le FLN qui commence déjà à se préparer pour la célébration du Hirak. Le FLN, qui pour rappeler aussi, qui a été l'un des piliers du système, justement, rejeté par le peuple, mais ce système-là qui a volé déjà la guerre de libération. Il nous a volé déjà notre mémoire nationale, il nous avait déjà volé notre histoire, et maintenant on tente encore de voler la révolution du peuple. On tente encore justement de dévier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le retour du Hirak, il est impératif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a danger sur le Hirak. Il faut revenir pour sauvegarder les objectifs du Hirak. Donc إنقاذ أهداف الثورة لأن الثورة حتى الآن ما زال ما تحققش أهدافها ما زال. Ça c'est là. Concernant Nida 22, c'est une initiative qui a été lancée et il faut dire quand même c'est l'accumulation de plusieurs initiatives. Même il y a eu plusieurs initiatives dont le but de mettre les Algériens ensemble, de mettre les Algériens autour d'une table de discussion, de mettre les acteurs du Hirak, d'offrir un espace de concertation, de dialogue dans le Hirak. C'est ça qui nous a manqué depuis longtemps et ce qui manque encore. Parce que le Hirak, de par sa nature d'un Hirak populaire, un Hirak traversé par plusieurs sensibilités, un Hirak transpolitique, il était impératif justement de réunir l'ensemble des acteurs sur un projet politique consensuel. Et l'idée de la conférence, elle a commencé à être travaillée depuis le début du Hirak. Il a accompagné tout le cheminement du Hirak depuis avril 2019. C'est une idée qui est encore pertinente. Nida 22 travaille encore.
Et le NIDA 22, il se fait pas d'agenda ou de délai. Nous sommes en révolution. C'est un processus de maturation. C'est un processus de construction. Les Algériens continuent encore à se mettre ensemble. C'est pas facile. Il faut pas croire que c'est facile. Nous, les Algériens, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. C'est le Hirak qui nous a permis cette possibilité de se mettre ensemble, de s'exercer, d'apprendre mutuellement nos divergences, nos contradictions, nos problèmes, les discuter autour d'une table. C'est un apprentissage. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Et pourtant, il y a une initiative en compétition avec NIDA 22. C'est le congrès de Hirak. Alors, je ne sais pas, la compétition, moi je suis toujours favorable pour l'organisation, que les gens s'organisent, que les gens s'assument et assument à la limite leurs opinions, leur vision et qui se mettent autour d'une table. Le problème n'est pas là. Moi, je dirais, le problème, c'est quand on se casse mutuellement. C'est-à-dire quand on casse des initiatives. Si les gens travaillent pour se retrouver, tant mieux. Mais si les gens travaillent pour casser ou là carrément pour s'inscrire dans l'agenda du pouvoir, je pense que c'est là justement la ligne de démarcation. Il faut la situer à ce niveau. D'ailleurs, on a eu plusieurs décomptations au sein de notre processus depuis justement février 2019. On a eu beaucoup de gens qui étaient avec nous, beaucoup d'initiatives qui étaient avec nous, beaucoup de sensibilités qui ont fini par rejoindre le pouvoir. Donc, c'est les décomptations de plus. Les décomptations, ils vont se faire encore. Et je pense que le peuple, il est en mesure aujourd'hui de faire la part de choses. Il est en mesure aujourd'hui d'arbitrer et de reconnaître les siens. Ceux qui s'inscrivent dans le Hirak, ils sont dans le Hirak. Ceux qui veulent encore rester dans le Hirak, là, voilà, le Hirak est toujours là. Il est accueillant. Ses portes sont toujours ouvertes. C'est un Hirak populaire. Voilà, c'est pas un parti politique. Et Wahab l'a bien dit, c'est pas une initiative de structuration, c'est une initiative de mise en jonction. Le combat n'est pas terminé. Donc l'idée de la conférence nationale, je pense qu'on arrivera. On arrivera tout en tenant compte des difficultés. Les difficultés, ils sont là. Donc les 22, il est encore là. Donc il y a des initiatives d'ouverture, même d'un appel donc à des rencontres de mobilisation, des rencontres justement locales à partir du 16 février jusqu'au 22 février. Et justement, les Algériens doivent se rencontrer, doivent discuter surtout de la perspective. Parce que, comme l'a bien dit Wahab, l'objectif, c'est pas seulement de revenir à la rue. On a déjà marché pendant une année. C'est l'après 22. C'est l'acte 3. Qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine année. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Je pense on a largement dépassé le temps imparti à l'émission. Alors, je vous remercie tous pour nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci Abdel Wahab, si tu es encore avec nous. Merci à vous. Voilà. Et donc, on se dit rendez-vous le 22. C'est ça, 22, oui, exactement. Voilà. À partir du 16. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.